Vous n'avez pas de doute sur le fait que vous soyez français. Mais quand vous arrivez dans la région parisienne, vous n'êtes plus français, vous êtes noir. Quand vous êtes arrivé dans la région parisienne, vous étiez plus français, Claudicia ? Moi, je suis né à Paris. Oui, je suis né à Paris dans le 11e. Ouais. Mais c'est vrai qu'au sein de la famille, l'identité antillaise, ce que nous étions, d'où nous venions, était très important. Et puis moi, très vite, j'ai eu ce lien avec l'Afrique, parce que l'on nous disait aussi, mes parents, mon père en particulier, notre terre aussi, la terre d'où nos ancêtres ont été déportés, c'est l'Afrique. Donc oui, lorsque l'on découvre, moi je découvre vraiment ça lorsque je suis dans le sud de la France, dans un petit village de Haute-Provence, parce qu'en banlieue parisienne, on est protégé, on est au milieu des siens, on est au milieu de gens qui sont nos semblables. Mais lorsqu'on est dans un petit village, 95 habitants, et que tout le monde défile pour voir le petit noir et lui toucher les cheveux, je veux dire, là, à ce moment-là, vous sentez une sorte de... Vous comprenez qu'il se passe quelque chose. C'est à la fois violent, mais j'ai compris bien plus tard que ça avait eu des conséquences douloureuses même sur moi. Et d'un autre côté, c'est là où on se forge. C'est là où je comprends que mon africanité, chevillée au corps, va me permettre de mieux comprendre la société dans laquelle je vis, qui est la mienne. Je le dis au début de l'extrait que l'on a vu. Moi, je suis résolument de ce pays-là, mais je suis aussi résolument, j'appartiens à des identités particulières, des identités spécifiques, qui sont donc l'antillanité, l'africanité et l'indianité. Rokhaya Diallo. Ce que je trouve intéressant dans ce que dit Lilian Thuram, c'est la façon dont les appartenances identitaires peuvent se faire concurrence aux yeux des gens. C'est-à-dire que lui, il a l'impression que dès qu'il est arrivé en France hexagonale, le fait d'être noir a annulé le fait qu'il était français, qu'il avait toujours été comme ça. Et j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui est très présent. Je pense par exemple pour quelqu'un comme... Qui est justifié ou non Non, c'est pas du tout justifié, mais on a l'impression que quand on est noir, on peut pas être autre chose. Je prends mon cas par exemple qui était... Tout à l'heure, on parlait de la trilogie musulmans de France. Il se trouve qu'on peut aussi être noir et musulman. C'est mon cas, j'ai été élevée dans une famille musulmane, et j'ai l'impression que le fait d'être noir surpasse complètement le reste et que les gens ont une incapacité à percevoir des gens comme moi comme étant des musulmans à part entière. Et c'est vrai qu'il y a cette question-là, c'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'être noir, forcément, ça exclut le fait d'être potentiellement français, d'avoir une religion autre que, je sais pas, alors ça exclut, c'est aux yeux de qui? Aux yeux de la Pourquoi? majorité. Oui, moi, mais... je le vois par exemple dans les interventions que je peux faire en tant que militante. Et j'ai été plusieurs fois amenée à m'exprimer sur les questions d'islamophobie. Les gens qui m'entendent parler ont toujours l'impression que je parle de l'extérieur, de quelque chose que je ne connais pas. Et je ne compte pas le nombre de fois où les gens, ou un chroniqueur ou un journaliste, m'a interpellée en me disant « mais vous savez, dans le Coran, c'est écrit comme ci, comme ça ». Et je suis convaincue qu'il ne m'aurait pas fait ce genre de réflexion s'il était originaire du Maghreb. Or, il se trouve que je suis originaire d'un pays où 95% des gens sont musulmans. Donc, a priori, même si je ne proclame vous pas... Vous dites en substance, c'est une certaine ignorance et une image figée de l'identité de... Et de la même façon, si on prend un exemple, je vais finir vas-y, termine. Un autre exemple d'une personnalité publique, je pense à Ramayad, qui a dit publiquement plusieurs fois qu'elle était musulmane. Dans tous les débats qui ont eu trait sur la laïcité, sur l'islam, elle n'a jamais été interpellée. On allait chercher plus facilement des personnalités comme Rachida Dati ou Fadela Amara, qui n'ont pas forcément fait état de leur islamité publiquement, mais Ramayad, elle, on la garde pour les histoires de noirs. Et on voit bien qu'il y a un vrai conflit entre le fait d'être noir et d'être autre chose, y compris un être humain parfois. Christiane Taubira. Surtout un être humain. Oui, non, j'allais dire qu'il y a un exemple caricatural de ce que décrit Rokhaya, c'est qu'à la même période, il y a eu la nomination d'un préfet dans les grands débats sur la diversité et l'arrivée de Harry Rosenmark au JT de TF1. 20 heures, ouais. Voilà. Et le président de la République, qui est quand même la parole suprême de l'État, a fait savoir qu'il allait nommer un préfet musulman. Et il a fait savoir aussi qu'il regardait et qu'il avait même aidé un peu à l'arrivée d'un journaliste noir. Oui. C'est-à-dire que, et à l'époque, j'avais plaisanté en disant il y en a qui ont une religion, d'autres ont une couleur. Donc voilà, on ne peut pas être... Mais en même temps, excusez-moi Christiane Taubira, quand on voit que Claude Issert est aujourd'hui délégué interministériel à l'égalité des chances des Français d'outre-mer, c'est aussi clairement un segment de la population qui est mis en avant par des politiques spécifiques. Ben justement, là c'est très ambigu. C'est-à-dire que la question n'est pas Claude Issert. Claude Issert est à sa place. Non, mais je parle de la fonction de Claude Issert. Parce qu'il a le profil, non, parce qu'il a le profil, parce qu'il apporte des qualités en garantie. Je ne parlais pas de Claude Issert, Christiane Taubira. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a l'ambivalence dans la symbolique. Oui. Lorsque une personne, par ses qualités personnelles, arrive à une responsabilité, d'abord, elle a enjambé une série de haies. Une série de courses de haies, c'est une course de haies très rapprochée et elle y arrive. Et très vite,
on lui met sur les épaules la représentation de toute une série de personnes qui peut-être la détestent pour certaines. Bon. Donc, alors, le symbole est important, je ne crache pas sur le symbole parce que moi j'y suis peu sensible, mais je vois bien à quel point le symbole fait ses effets. Je vois bien à quel point, dans les endroits où les gens n'ont pas de perspective, pas d'espérance, pas de chance au quotidien, le fait que l'un des leurs, quelqu'un qui leur ressemble, émerge, ça leur apporte une bouffée d'oxygène. Donc le symbole est important, mais le symbole ne peut pas réduire les nécessités de politique publique. Deux mots, rapidement, simplement, parce que la question que vous avez posée à Claudie, c'est à moi que vous auriez dû la poser. Oui. Parce que c'est moi qui suis arrivée en France J'essaie de dispatcher les questions. en tant que post-adolescente. Oui. Donc c'est moi qui ai été, comme Lilian, ouais. confrontée à... D'abord, moi j'ai eu du sale négresse dans le métro, mais je dois vous dire que je n'en ai pas été traumatisée. Parce que Comment je vous découvrais... réagissez alors? Ah ben, écoutez, moi j'étais dans une période de grand bonheur. Je découvrais des librairies partout, du cinéma, du théâtre, des bibliothèques. J'avais du bonheur à portée de la main. Et donc voilà, il n'y avait pas moyen de me faire perdre ma joie de vivre. Donc sale négresse, je l'ai pris en riant, mais je sais que ça peut être terrible. Je sais que ça peut Et être aujourd'hui, terrible. c'est impensable d'avoir ce type d'insulte aujourd'hui? Aujourd'hui où je suis un peu plus connue, mais je suis quand même confrontée. Il m'est arrivé dans des recherches de logement, aujourd'hui encore, d'être confrontée à des refus qui ne ressemblaient pas tout à fait à des choses objectives. Quoi. Oui, Pascal Blanchard. Non, j'ai une chose qui est intéressante, ce qu'on disait par rapport à Claudie et à sa fonction aujourd'hui, c'est que pendant tout l'entre-deux-guerres, sauf une exception, garde des Sceaux, tous les hommes politiques noirs élus aux Outre-mer, africains comme antillais, ont tous été nommés au sous-secrétariat d'État aux colonies. Ils sont pratiquement tous passés par là. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'autres missions à leur donner. Je vous dis, à part l'Emery qui s'est retrouvé pendant très peu de temps garde des Sceaux, systématiquement, ça avait été tellement loin. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est que jusqu'à aujourd'hui... Ça veut dire qu'on pensait qu'il était que bon pour gérer les colonies. Et même pas ministre, sous-secrétaire d'État. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à Claudie Sierre? Non, ça veut dire qu'il y a encore un héritage. C'est une assignation ethnique. Ça veut dire Exactement. que c'est une assignation Ça veut dire quelque chose de très... Ça, c'est insupportable. Ça veut dire quelque chose de très fondamental. C'est-à-dire que pour arriver à prouver que ces compétences peuvent servir dans n'importe quel ministère, nous sommes encore dans un entre-deux. On l'a vu, et c'est une période compliquée. C'est cette période où est-ce qu'on va revenir à ce qu'on faisait il y a quand même, je tiens à le dire, il y a quelques années pour les députés, par exemple. Est-ce qu'on va arriver à basculer, à sortir de tout ça? Donc le combat, il est compliqué parce qu'il faut trouver les bons cheminements pour que l'opinion, les politiques, les partis politiques, les électeurs l'acceptent. Vous savez, on dit souvent que les trois espaces, on saura si la France a changé. Sur ces questions, il y a trois espaces majeurs. Il y a la diplomatie. Nous avons certainement les ambassadeurs les plus blancs. La génération la plus blanche d'ambassadeurs. C'est un signe, la diplomatie. On parlait tout à l'heure des médias. Mais en même temps, on ne peut pas dire qu'il y a des ambassadeurs non, mais que excusez-moi, blancs. on peut le dire. Si on ne nomme pas un ambassadeur noir en Pologne, on sait pourquoi. Non, mais attendez, Pascal Blanchard, c'est une carrière. C'est une carrière. Ce n'est pas une carrière. Non, il y a des nominations. Il y a des nominations. Ah, il faut nommer. De personnes qui n'ont pas d'antécédents. Exactement. L'administration. Ruffin au Sénégal. L'administration Clinton, l'administration Bush, ont nommé des ambassadeurs américains en Afrique et ailleurs. Deuxième exemple, l'armée. Afro-américaine. L'armée. À quand des généraux 4 étoiles? On va attendre pour voir, et pourtant, ça fait quand même un peu longtemps que les Noirs ils se battent avec la France. Un siècle et demi, on aurait pu en trouver un ou deux. Sur quel fondement ces nominations se font-elles? C'est une hésitation. Pascal Blanchard. C'est simple, c'est comme pour l'histoire de l'équipe de football, ce qu'on a vu. C'est pas des nominations là. Non. Un noir peut-il représenter la France? 2 noirs, 3 noirs. 10 noirs, ça ne peut pas être la France. Nous n'acceptons pas cette idée inconsciemment qu'un noir est français. Pourquoi? Qu'un noir est français. C'est ce que je disais tout à l'heure. En 2011, il n'y a plus de couleur pour être français. Vous savez, on en revient à cette imagerie que nous avons, à ce besoin, tu as évoqué les médias un peu rapidement. C'est ça. C'est-à-dire que tout le monde fait aujourd'hui sa culture générale à travers la télévision. Si la télévision ne vous reflète pas ou ne reflète pas sa population, ça veut dire qu'il y a un problème. Lorsque vous promenez dans la rue, lorsque vous promenez dans les grandes villes, Paris ou ailleurs, ou les grandes villes de France, vous voyez effectivement cette mosaïque, cet arc-en-ciel de couleurs. Lorsque vous regardez votre télévision, on a un véritable problème. Et moi, je prends quelque chose qui peut sembler être anecdotique, mais qui ne l'est pas. Lorsque l'on incarne la France, à travers aussi bien une émission de télévision, par exemple sur France 3, qui s'appelle « Connaissez-vous bien la France ?», ou lorsque l'on vous montre, donc la France, c'est l'Hexagone et la Corse, lorsque les questions sont posées, elles ne sont posées que sur le territoire hexagonal et la Corse, lorsque vous regardez la météo, vous voyez que la France est
à nouveau identifiés Alors, par ces deux alors, territoires. de moins en moins. Non, Il faut dire les non, choses. pourquoi Non, À quel moment soir, on n'a à pas quel la moment non, au JT, maintenant, il y a les Quand départements d'outre-mer. Bah, vous regardez pas le JT. De toute façon, du machin, il fait beau chez nous. Non, c'est important parce que c'est ce qu'on retrouve également sur les passeports. Non, attendez. Et donc, comment pouvez-vous reconstruire ou construire autrement les imaginaires, de part et d'autre d'ailleurs, Ouais, tout à fait. lorsque la France n'est incarnée que par cela. Et puis, les Noirs, finalement, sont forcément dans l'esprit de certains issus de l'immigration. Ouais. Lorsqu'on est noir, on est issu de l'immigration. Alors, juste Pascal Blanchard, vous parlez des 3 domaines dans lesquels les Noirs n'étaient pas représentés en Le dernier France. domaine qui a changé Ouais. et qui est pour moi le signe que c'est en train de bouger, c'est la publicité. Ouais. En 10 ans, on Le est marché, passé d'un monde. le marché d'abord. Voilà, le marché d'abord, parce que c'est jamais Plus moral. Hein. réactif. Ne rêvons pas, c'est pas que la bonne intention qui peut d'avancer. Ouais. C'est hallucinant de voir comment le marché, et L'Oréal est l'exemple C'est parfait de pareil ça. pour l'audience télévisée. Oui, hein. mais je vais vous dire, non, pas tant que ça. Non, Pas tant que ça, parce que l'audience télévisée, l'acheteur, vous avez du mal à l'identifier au coup par coup. Alors que dans la pub, maintenant, vous avez des publicités qui étaient inconcevables il y a 10 ans d'un couple métis, par exemple, de quelqu'un qui a une carte téléphonique, qui achète une voiture. Oui, d'un banquier. Oui, mais vous vous rendez compte, la révolution, il y a 10 ans, nos écrans étaient blancs publicitaires, nos affiches étaient blanches en publicité, parce qu'un annonceur refusait d'avoir une personne lambda vendant quelque chose de lambda pour un public lambda. Aujourd'hui, ça ne pose plus question. Petite anecdote, Ouais. il y a 5 ans, Vinci, qui a beaucoup pour ses parkings de personnel noir, africain entier pour les garder, dit il faut que, comme j'ai signé la charte de la diversité, ma publicité ressemble à mon personnel. Donc ils mettent un jeune noir qui aide une jeune femme dans un parking à sortir les sacs de sa voiture. Mais comme c'est un noir, au final ils disent on va lui mettre des ailes d'ange. Parce qu'un noir dans un parking avec une femme. Et là on était juste au basculement. Ils lui ont mis des ailes d'ange dans toute la campagne publicitaire. Depuis ce ne sera plus possible. Bon, les clichés ont toujours la vie dure. On va regarder Mais un 3e l'enjeu est extrait. important, Ouais. Si vous permettez d'une demi-phrase, Oui. c'est que l'enjeu est important parce que ça veut dire que les gamins aujourd'hui, il faut qu'on leur fasse comprendre qu'ils ne sont pas assignés à tel métier, à telle place dans la société. Et c'est ça l'enjeu. Ce qu'explique Pascal Blanchard, c'est pas pour faire plaisir à notre génération, c'est pas même pour rendre justice à notre génération qui subit ces injustices, qui subit ces discriminations et qui se retrouve où de nombreuses personnalités sont écartées de responsabilités qu'elles pourraient assumer. C'est aussi faire savoir à un gamin qui regarde et qui ne se dise pas moi je ne peux être que vigile, moi je ne peux être que éventuellement si j'arrive assez haut pour être dans un gouvernement, je serai au département d'outre-mer, par exemple, puisqu'il n'y a plus de colonies. Donc, vous ne faites pas référence, à Claude Lissiard. La raison. C'est d'actualité, là. Non, mais oui, tu l'as complètement. Je suis up to date. Mais Claudie, un dernier mot. une des raisons qui m'ont fait justement accepter d'être délégué interministériel, moi qui suis autodidacte, moi qui viens du monde de la culture, même si ce militantisme, je l'ai toujours exprimé, c'est justement pour changer les regards. Et changer les regards de ceux qui sont français, qui ont le sentiment qu'ils sont dans une cage de verre aujourd'hui. Donc voilà. Même si c'est à l'égalité des chances des Français d'outre-mer. 3e extrait de ce documentaire avec Soprano qui parle avec une certaine émotion de son père. Regardez. Cette question tu viens d'où, mais on me l'a trop posée. Et c'est ça qui m'a fait me rendre compte que le fait que je sois française n'était pas évident pour tout le monde. On a commencé à me demander d'où je venais, mais l'air de dire tu viens de très 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 loin. Et en fait, au début, je répondais naïvement, je disais je viens de la Courneuve, mais sinon, tu viens d'où et tout. Et je disais je viens de Paris, en fait, je suis née à Paris, dans le 4e et tout ça. Et je comprenais en fait que les gens s'attendaient à ce que je réponde que je venais, je sais pas, de la savane, de la jungle, je ne sais pas. Mais du coup, c'est là-dessus en fait que je me suis rendu compte qu'il fallait que j'ajuste, enfin en tout cas que dans le regard des gens, il fallait que je justifie le fait que je sois noire. J'ai raté le bac, pour moi c'était pas un truc extraordinaire, je m'en foutais presque. Mon père rentre dans ma chambre, d'habitude il crie. Là il n'a pas crié, il s'est mis dans le coin du lit là, le matin. Et d'un coup je le vois pleurer, une larme qui tombe, j'ai jamais vu mon père pleurer. Il me dit, j'ai nettoyé des toilettes, je vous ai pas vu dans 6 mois parce que j'étais au bateau. J'ai pas vu quand ma mère est morte. J'ai pas vu mes amis quand ils sont morts aux Comores. Tout ça pour que vous venez ici, vous avez une éducation, vous avez de l'école et tout ça. Et toi, tu vas à l'école et tu passes ton bac comme ça. Comme si... Et ce jour-là, j'ai eu un premier déclic. Je me suis dit, c'est vrai, je suis français. C'est vrai qu'il y a des problèmes de société. J'étais révolté de la société. Mais le premier combat que je devais faire, c'était quand même pour eux. C'est pour ça que je suis positif dans mes textes. C'est pour ça que j'essaye de montrer une bonne image. C'est pas que par rapport au quartier, mais c'est par rapport à l'éducation de mes parents.
c'est par rapport au sacrifice qu'ils ont fait. Et l'année d'après, j'ai eu mon Pascal, bac. une responsabilité lourde là, que semble faire porter le père de Soprano. C'est pas une responsabilité. Ce qu'il comprend à ce moment-là, c'est qu'il y a, dans ceux qui ont fait notamment le voyage, comme rien dans ce cas-là, de venir, de travailler tous les jours pour la réussite de ses enfants, ça va bien au-delà de simplement dire c'est dommage que tu aies loupé ton bac. C'est pas ça, c'est plein de choses. Tout le sacrifice du père qui va avoir peut-être les mains brisées, le dos brisé par ce travail, c'est pour espérer que la génération, quand on est migrant, c'est ça, de ses enfants va réussir, et loin. Donc c'est inacceptable. Est-ce que les générations actuelles sont toujours préoccupées par ce type de... Mais bien sûr, quand on n'est pas au chômage, en crise, quand on n'est pas en souffrance, on pense à pouvoir donner au maximum. Le problème, c'est que dans les quartiers ou dans nos outre-mer aujourd'hui, il y a souvent des situations de crise sociale qui empêchent de pouvoir éduquer parfaitement ses enfants. Quand vous êtes obligé de courir tous les jours pour pouvoir vous nourrir, l'éducation elle est moins facile à faire quand on peut déjà se nourrir hyper aisément et qu'on a du travail. N'oublions pas qu'aujourd'hui, on connaît dans certains quartiers des fois des 2, voire des 3 générations où il y a une crise de l'emploi. Donc c'est ça qui crée aussi la situation sociale. Vous êtes moins bon quand vous êtes dans un système de contraintes, on le sait bien. Et là, ce qu'il dit et qui est important, c'est le sacrifice de ces générations qui, par rapport à la génération future, s'aiment pour voir grandir. Et là, il prend une claque, c'est le cas de le dire, où il comprend à ce moment-là qu'il a plus que le poids de sa simple petite vie sur ses épaules. C'est la vie d'un monsieur et d'une dame qui ont sacrifié le voyage, de venir ici, de travailler à Marseille pour construire un destin ici et construire le destin de ses enfants. Ok, Ce que Diallo. je trouve intéressant dans la notion de responsabilité, c'est pas directement lié à ce qu'a dit Soprano là, mais c'est que quand même, ce qu'on constate, c'est que quand on appartient à un groupe minoritaire, et là en l'occurrence il s'agit des Noirs, et pour les Noirs qui ont une certaine forme d'exposition, ils ont de manière très très injuste la responsabilité de l'image de l'ensemble du groupe. Et c'est vrai que les gens qui s'expriment publiquement, c'est-à-dire que dès lors qu'on va donner sa chance dans un gouvernement à un ministre noir, d'ailleurs ça peut valoir pour une ministre d'origine maghrébine, etc., s'il échoue, on dira bah voilà, les Noirs ne sont pas capables. Et je pense que pour les gens qui ont dans leur métier des responsabilités très importantes ou une exposition grande, ils se retrouvent en fait à porter le poids de l'image du groupe. Alors c'est un groupe en plus qui est fabriqué, qui n'a pas de réalité objective, mais du coup ils sont observés très près par les membres du groupe qui évidemment n'ont pas d'autres choses auxquelles se raccrocher, et du coup ils portent un poids qui est parfois démesuré et profondément injuste, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui existe et qui me semble intéressant de souligner, parce que les rares personnes finalement qui ont accès à une forme d'exposition se retrouvent avec une charge qui parfois est beaucoup trop lourde pour eux. Est-ce qu'on va arriver à une certaine... Oui, Christiane Taubira, de banalisation. Moi je pense aussi qu'on est dans une autre période. Oui. On est dans une période où les jeunes qui sont minoritaires, qui se vivent minoritaires ou qui sont minoritaires numériquement, quantitativement, statistiquement, se vivent quand même, s'identifient ailleurs aussi. C'est-à-dire que le référent, ça n'est plus seulement la communauté nationale. Le référent, ça n'est plus seulement le gouvernement du pays. Ça n'est plus seulement la télévision. Mais c'est ce qui semble poser problème à certains politiques qui se disent absolument. Où est le sens de l'appartenance? Écoutez, oui, mais le sens d'appartement, comme pendant 3-4 générations, on vous a refoulé, on vous a rejeté, on vous a récusé. Le sens d'appartement, il est très difficile. Et les appartenants sont multiples en plus. Moi, j'ai conscience d'appartenir. J'appartiens à la Guyane, mais profondément, intensément, de façon, racine, bref. Et en même temps, contact avec le monde, en tangence permanente avec le monde. Et je crois que les jeunes qui sont dans ces difficultés en sont là aujourd'hui parce qu'ils peuvent s'identifier ailleurs. Moi, il y a une phrase de Aimé Césaire qui me vient dans ces moments-là pour comprendre pourquoi on dépasse. Et c'est ce qui nous permet de souffler. Il disait dans un de ses poèmes, Les Purs Sangs, à mesure que tout s'effondrait, je me suis élargi et ma conscience plus vaste que la mer. Et je crois que les gamins, c'est ce qu'ils vivent. C'est-à-dire qu'ils savent ce qui se passe aux États-Unis. Ils savent ce qui se passe au Venezuela, au Brésil, en Inde, en Chine. Ils savent ce qui se passe dans chaque pays d'Afrique, au Maghreb, etc. Ils savent, ils trouvent des modèles, ils trouvent des référents. Et du coup, ça les rééquilibre. Parce que ce qu'il faut, c'est échapper à la neurasthénie qui consiste à comprendre, surtout quand on est ado, qu'on n'a pas de place, que là où on est nulle part. Donc, une fois qu'ils sont rééquilibrés, ils encaissent le reste, parce qu'on est dans une période où, effectivement, il y a le chômage, il y a la difficulté de réussir dans l'éducation, il y a toutes ces difficultés-là, mais parlons aussi à l'humanité de ces gens-là. Leur appartenance ne doit pas les emprisonner. Parlons à leur humanité, c'est leur humanité qui leur procure les ressources nécessaires pour affronter les difficultés de leur lieu. Claude Issert, est-ce qu'on va arriver à une banalisation et à faire un peu comme aux États-Unis, c'est-à-dire devenir colorblind et faire en sorte que toute cette
questions d'identité, de couleur deviennent complètement banales en France. Alors, c'est pas banal aux États-Unis. Hein. Moi, je reviens du Black Caucus, là. Nous y étions, on y était Rokhaya. ensemble, Et lorsque vous entendez les uns et les En autres tout cas, dans parler... les 3 secteurs que vous avez annoncés tout à l'heure. Non, justement, moi j'ai Ouais. assisté à une conférence Ouais. justement sur la télévision et sur les problèmes qu'ils avaient. Alors aujourd'hui, évidemment, il y a des journalistes noirs très connus, producteurs, autres. Exactement, tout ça il y a. Sauf que derrière, ceux qui véritablement tiennent les commandes des grandes chaînes d'information, ils ne sont pas noirs. Et d'ailleurs, les conférenciers ont diffusé un Oui, mais en même temps, il y a sujet. des magazines. Oui, non, mais d'accord. Mais la c'est- problématique est, nous devons, pour Ouais. que l'image du noir ne soit pas une image négative, parce qu'on voit encore à travers les images aux États-Unis, une image négative du noir. Et pour que ce ne soit plus cela, eh bien, il faut qu'il y ait au poste de décision des gens qui soient noirs. Ça a Tout été le cas quand même non, mais régulièrement alors, aux si, États-Unis. si moi j'assiste à une conférence et les Afro-Américains posent ce problème-là, c'est que le problème existe toujours. Je ne suis pas là pour dire mais non, vous avez tort, nous sommes encore si loin de vous que finalement ne vous plaignez pas. Non, ils ont raison de le faire. Il faut qu'on arrive à une véritable égalité. Et il n'y a pas d'égalité. Tout à l'heure, Rokhaya parlait de c'est une injustice. C'est vrai que c'est une injustice. C'est vrai qu'il y a une part de sacrifice. Mais moi, ce sacrifice-là, finalement, je l'accepte et je l'assume. Peut-être parce que j'ai été élevé par une femme, par ma mère, qui est mon héroïne à moi. Ma mère qui était veuve, elle avait 32 ans. Elle était veuve, 6 enfants. Et donc elle rencontre mon père, elle fait 2 autres enfants, mon père n'est pas le père qu'il faut, et finalement elle se sépare de lui. Ma mère se retrouve à travailler la nuit en tant qu'infirmière à l'hôpital Saint-Antoine, et la journée à la clinique des Martinets à Rueil-Malmaison. Ma mère nous explique que le sacrifice qui est le sien pour élever ses enfants, ses 8 enfants, et sont autant de sacrifices que nous n'aurons, nous, pas à faire. Et ma mère est décédée à 69 ans, hémiplégique, 2 arrêts cardiovasculaires et sous dialyse. Lorsque vous avez une mère qui vous élève comme ça, qui vous élève dans le respect de votre identité,